Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, The Mandalorian. On va vous parler de l'épisode 5 de la saison 3, qui est aussi le chapitre 21 des aventures de Mando et Grogu. Et le titre de l'épisode, c'est The Pirate. Je l'ai super bien dit parce que j'ai bac plus 6 en anglais. Et l'épisode a été diffusé le 29 mars 2023 sur Disney+. On va vous faire l'analyse de l'épisode, notre avis, puis ensuite on va partir sur des théories sur la suite de Mando, parce que là il y en a beaucoup à faire. Mon cher Greg, c'est toi qui commence, et avant ça, juste un mot. Si vous trouvez quel est le joueur New York 18 sans aller chercher sur Google, vous avez tout mon respect, New York Knicks. Vous avez tout mon respect. Je me demande même si toi, mon cher Greg, tu l'as. Vas-y, pour ton avis. Merci mon cher Kerr. Alors du coup, Mandalorian, moi clairement, c'est la série que j'attends le plus de très très loin. C'est un énorme kiff. Cette série, pour moi, est extrêmement réussie, sauf quelques points qui sont un peu en retrait et on va en parler. Je suis effectivement... Dans les commentaires des dernières vidéos, des derniers épisodes, les gens disaient mais il est trop dithyrambique, etc., etc. Et donc pourquoi je suis dithyrambique? Eh bien tout simplement parce que cette série, elle a tout ce que j'aime dans Star Wars. J'aime avoir l'impression de suivre une aventure épique, chevaleresque, d'avoir de la science-fiction tout en ayant, tout en ayant de la fantasy. On avait chez les Jedi le culte des Jedi, là on a le creed, le credo des Mandalorians. En fait, ils ont su garder tout le sel qui fait Star Wars. Là où, clairement, en fait, quand on regarde Star Wars 7, on a l'impression qu'ils ont fait un copier-coller et ils n'ont pas su adapter les concepts qui faisaient le succès du 4. Et là, ils reprennent les ingrédients. C'est les mêmes ingrédients. Ils ont tourné juste plus fort et mieux le bol aux ingrédients. Je ne sais pas du tout où je vais avec cette comparaison. Mais du coup, il faut le mettre au four à 1h10. La vidéo est complètement excusez-moi, on revient sur la critique d'une série. Et donc, en fait, le truc, c'est que du coup, c'est vraiment que des thématiques qui me plaisent. Il y a vraiment l'univers de Star Wars qui est en train de se développer derrière. C'est pas juste une petite aventure qui est dans son coin et qui n'a pas d'impact. Là, on a l'impression qu'on est en train de voir la reconquête d'un peuple de sa planète qui a été quasiment détruite. C'est vraiment très exaltant. Je trouve qu'il y a des séquences qui sont extrêmement réussies. Quand le vaisseau du Mandalorian, le N1, attaque le vaisseau des pirates, l'espèce de corvette, c'est le combat spatial ou aérien en tout cas est extrêmement réussi. Enfin, vraiment, il y a un dynamisme dans les mouvements. Si on repense il y a des plans qui restent en place. Il y a le plan où on a la caméra qui, comme si c'était une GoPro, qui est attachée sur l'avant du N1 et qui traverse comme ça la fumée. C'est des plans qui sont allés chercher dans les films qui sont des films spécifiques à l'aviation, et ils les refont, et ils le refont extrêmement bien. Enfin, vraiment, il y a autant de bonnes idées qu'il y a de fait de remixer et de recréer des nouvelles choses. Cette série, je trouve, elle fait énormément de bien à l'univers Star Wars et elle fait énormément de bien aux séries. J'ai pas vu une série qui avait cette ambition dans son écriture, on va dire, épique d'aventure depuis très très longtemps. C'est vraiment, il y a de la prise de risque dans la mise en scène et tout, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, ok, il faut un peu rester tranquille. C'est vraiment dommage qu'il y ait tout ça, mais avec un budget de série et un budget qui n'a pas l'air très lourd. Il sauve, il sauve une planète, il sauve une ville, et il y a 35 personnes. C'est venez les réfugiés et tout. On a l'impression qu'on va être dans les 10 commandements avec toutes les 7 tribus juives, ou je sais pas combien ils étaient. Et du coup, et en fait, il y a 20 personnes, il y a 4 enfants. Et c'est tout le peuple de cette planète. Bon, ok, il y a des problèmes de budget, c'est un fait. Les plans à la fin, ils sont tous arrivés. Toute la ville est venue aux portes de la ville pour remercier les Mandalorians.
Ils sont plus que 15 parce qu'ils ont coupé 5 personnes d'un point de vue budget. Ils avaient plus de quoi payer les hot dogs pour que les mecs restent le midi. Donc il y a un truc, il y a le budget, il y a des moments ils ont dû faire des coupes. Les Mandalorian, il y a des plans qui sont un peu loupés. Quand il y a Favreau, donc Favreau, je rappelle, qui est à la fois un des créateurs du show et en même temps c'est celui qui joue le Mandalorian qui est plus gros avec la mitraillette, je sais pas comment ça s'appelle. Quand ils descendent les escaliers et tout, ce plan il est un peu naze. Quand les Mandalorians sont en train de se faire remercier, c'est un petit peu naze. Et on a un petit peu un truc d'avoir des plans de ouf quand ça se passe avec les vaisseaux et au sol un truc qui a un petit peu réchauffé. J'ai entièrement conscience de ça. Et je comprendrais que ça fasse décrocher de la série, etc. C'est juste que moi, j'aime tellement ce qui m'est proposé que j'accepte et ça me dérange pas. C'est tout ce que j'aurais rêvé d'avoir dans Star Wars ces dernières années, que j'ai pas eu, qui là m'est livré. C'est juste que il y a des plans, ils ont pas beaucoup d'argent. Ils auront plus d'argent que vous et moi pour notre budget familial. Ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est qu'ils ont, par rapport à une série de cette ambition, pas l'argent qui permettrait de le faire de manière totalement épique. Et donc, effectivement, il y a des choix. Il y a des plans qui sont très stylés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai envie de dire que c'est de plus en plus marquant, épisode après épisode, qui gagne du coup, en ambition. Avec, à côté de ça, donc pendant les crédits, il y a le storyboard, il y a les designs qui sont montrés. Et on voit des plans en storyboard qui sont 1000 fois plus stylés que les plans qui ont été filmés. Typiquement, le moment où les 30 pelés de la ville remercient les Mandalorians, dans le storyboard de fin, on voit qu'il y a plein de Mandalorians, qu'il y a toute une foule, qu'il y a des Mandalorians qui sont sur les immeubles derrière, etc. Ça, c'est pas là parce que c'est du pur, du pur coupe de budget. Et donc effectivement, il faut juger une œuvre dans sa totalité comme elle est, avec budget, pas budget, et le fait qu'il y ait des plans à la con, etc. C'est entièrement vrai. Mais c'est juste que je trouve que les forces sont beaucoup plus fortes que ses faiblesses. Et après, ça se fait dans un univers où je suis très partial parce que je l'aime beaucoup. C'est Star Wars. Et il continue de développer l'univers. Enfin, bref. Et c'est pour ça qu'on va faire une partie théorie juste après. Il y a des clins d'œil à Star Wars Rebelle. Il y a en permanence, il y a un espèce de respect en permanence sur les autres choses qui ont été faites de Star Wars, tout en créant des nouvelles choses. Enfin, vraiment, moi, je suis hyper conquis par cette série et j'ai hâte de passer sur la deuxième partie de la vidéo en théorie. Mais avant, l'avis de Kerr. Alors, mon avis est un peu plus nuancé que toi. Je te rejoins en fait sur plein de choses. Mais en fait, on est d'accord. Globalement, je suis moins enthousiaste, tu vois, que toi quand même. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que l'épisode est excellent dans ses intentions, c'est ce que je disais sur Twitter, euh, mais, mais pas dans sa réalisation. Le truc, c'est qu'il y a d'énormes failles dans l'épisode. On commence par exemple, et je vais vous le dire, hein, je vais détailler comme ça en faisant l'analyse. On a Gorian Shard qui arrive, donc le pirate des Caraïbes qui nous avait fait rire dans le premier, je crois, premier épisode, qui accessoirement est interprété par un acteur qu'on connaît bien, qui est Nonzo Anosi, qui jouait Zaro dans Goth, mais qui a joué aussi dans Zoo, qui a joué dans Dracula notamment avec Jonathan Rhys-Meyers, donc c'est un bon acteur. Donc voilà, encore un bon acteur qui joue un personnage de second rôle dans The Mandalorian. Ça contribue un peu à ce que tu évoquais dans le respect, dans les différents clins d'œil. Il y a vraiment des acteurs très souvent qui sont cachés ici et là et qui sont des gens connus. Notamment le colonel Tuttle est joué par Tim Meadows. Donc c'est celui que Carson Teva va voir, tu sais, à Coruscant, qui est un personnage qui lui aussi, qui est un acteur qui a une tête qu'on connaît très bien. En fait, dès le début, et c'est un élément qui va me bloquer, c'est t'as les pirates qui arrivent, ils font face à Griff Karga, générique de Mando. Là, à ce moment-là, vous faites pause. Et vraiment, je l'ai fait. Vous faites pause, vous écriviez la fin de l'épisode, vous aviez bon à 100%. Vous saviez ce qui allait se passer. Griff Karga, d'une manière ou d'une autre,
va faire venir Mando, Bo-Katan et compagnie sur la planète avec les Mandaloriens. Ils vont dégager les pirates. Fin de l'épisode. Et en fait, c'était extrêmement prévisible. Par contre, l'épisode, à plusieurs moments, va vous surprendre. Le passage par Coruscant m'a étonné. Et ça fait suite directement au générique. Donc je me dis, oula, en fait, ça prend peut-être pas la direction que j'imaginais. Et en fait, avec Teva, le fait qu'il aille voir la Nouvelle République à Coruscant, qu'il est en contact avec le personnage qu'on avait vu avec le scientifique, qui condamnait le scientifique, tout ça a du sens, ça prend du sens. Ça fait un lien avec les épisodes précédents. Ça commence à tisser une intrigue qui commence à être intéressante et que l'épisode va tisser davantage. Ce lien-là est très cool. D'autant plus que Teva évoque très clairement et à plusieurs reprises le lien que lui fait, sans la moindre preuve, mais il fait le lien quand même, entre Moff Gideon et le pirate. Donc, et en plus, accessoirement, un truc que j'ai trouvé très cool dans le fait d'avoir utilisé Carson Teva dans cet épisode, c'est qu'on l'avait déjà vu dans les saisons précédentes. Donc en fait, il garde les mêmes personnages. Donc c'est le fait, tu vois, de faire des liens avec la saison 1, avec la saison 2 qui sont très cool. Parce que ça nous rappelle notamment des moments, tous les moments où on avait vu Teva dans les 2 premières saisons, c'était des moments très cool. Euh, Après, il y a des références à la saison 1 notamment, avec Karga et l'opposition qu'il a vue avec les Mandaloriens. On a des moments un peu épiques où Bo-Katan, par exemple, fait un discours et il dit: Vous étiez dans les égouts, maintenant vous pouvez devenir les héros de cette planète Nevarro. Mais il y a des trucs qui vont pas du tout. Pourquoi? Parce que, bah, tu l'as dit, du coup je vais pas revenir dessus, mais un manque terrible de moyens qui fait que, bah oui, dans les faits, c'est un vaisseau pirate avec quelques petits vaisseaux autour qui se font défoncer par une troupette de Mandaloriens qui sont littéralement dans un hameau. Je pense que si vous faites une vue aérienne du bled de Nevarro et que vous faites une vue aérienne de mon village où il n'y a même pas 2000 habitants, mon village est 3 fois plus grand. Donc c'est vraiment un hameau le truc. Et comme tu l'as dit, en effet, il y a 30 civils. Les pirates, ils sont 15. Ils sont en train de se prendre une énorme cuite quand arrivent les Mandaloriens. Les Mandaloriens, les 3 quarts ont des armures complètement ratées, mais vraiment complètement ratées. Et je pense que c'est volontaire. Là, pour le coup, c'est vraiment pour faire sortir du lot Bo-Katan, le gros Mando et Mando, bien sûr, et Din. Mais je l'appellerai toujours Mando, quoi qu'il arrive. Mais il y a d'autres moments qui vont pas. Par exemple, tu vois, la scène avec la sulfateuse, ça marche pas du tout. Et là, c'est pas un problème de mise en scène, c'est un problème de travail au niveau du son. Là, moi, ça m'a choqué. En fait, le mec, il sort la sulfateuse, puis t'entends à peine la sulfateuse, ça fait alors que ça aurait pu être épique de ouf avec un travail du son. Mais en fait, t'as une musique qui est collée dessus qui va pas du tout. La sulfateuse, tu l'entends pas. Et en fait, c'est marrant parce que si tu fais des jeux vidéo actuellement qui utilisent des armes à feu, il n'y en a aucun qui va avoir un travail sonore sur l'arme qui va être aussi loupé que cet épisode. Euh, donc voilà. Et puis il y a toujours des espèces d'aberrations. Par exemple, tu as les Mandos qui sont entourés par des pirates qui sont complètement imbibés. Et puis ils sont là, on est coincés. Et il n'y en a aucun qui dit: Hé les mecs, on est un peu bête, on a des jetpacks dans notre dos. Et non, personne, ils oublient toujours qu'ils ont des jetpacks. De toute façon, les Mandaloriens, depuis le début de la série, enfin pas depuis le début, depuis la moitié de la saison 2, et on l'avait vu avec le jetpack et Mando qui faisait des allers-retours dans la montagne alors qu'il suffisait de prendre le jetpack pour aller des gros goûts. Et ben, je trouve que les Mandos, très souvent, les Mandaloriens, très souvent, ont un comportement qui me dépasse. Et ça m'embête. Mais à côté de ça, tu vois, tu vas avoir des moments dans les mêmes scènes, tu vas avoir, ça chauffe le froid et ça va chauffer le chaud très fort. Par exemple, la forgeronne qui passe à l'action. Le plan, quand elle arrive avec son marteau dans la salle, hyper stylé. Au même moment, tu l'as dit, Bo-Katan et Mando dans les airs, impeccable. Tout ce qui est aérien depuis le début de la saison, de toute façon, est impeccable. Sauf que là, ça commence à être un peu trop récurrent. On a toujours les mêmes scènes avec Bo-Katan, son vaisseau et Mando qui se battent. C'est très bien fait, mais voilà, c'est toujours la même chose. Donc, vous- j'ai trouvé vraiment qu'il y avait ce manque de moyens est terrible pour la série parce qu'il y a beaucoup trop de moments de chip dans cet épisode, alors que tu sens que les intentions, et en plus, moi j'avais pas fait
je m'étais pas fait cette remarque, mais ta remarque est très très juste. Quand tu dis que sur les artworks à la fin de l'épisode, dans le générique, tu vois des trucs hyper stylés, tu te dis, mais oui, en effet, sur le papier, et c'est ce que je disais, dans l'intention, dans les idées, ils avaient quelque chose en béton armé. C'est juste que Favreau, il a pas la thune, quoi. Il a pas la thune de faire ce qu'il veut. C'est pas possible qu'une guerre sur une planète ce soit 30 pecnos dans un hameau face à 10 pirates et que ce soit le truc qui détruit une planète. Une planète. Et ça, c'est le problème de Star Wars. Et de beaucoup, beaucoup d'éléments de Star Wars où à chaque fois, une planète se résume à un hameau. Et on l'a vu dans plein d'épisodes de Mando. À chaque fois, c'est comme ça. Alors déjà que tu as le principe que quasiment toutes les planètes sont parfaitement habitables et tout le monde peut y respirer, il n'y a aucun problème. Donc tu fais abstraction de ça en disant ok, le côté scientifique, on s'en fiche. Là, juste, en fait, tu vois, Coruscant, qui est une planète ville, elle est incroyable et tout, mais ils peuvent pas proposer une alternative où en fait, tu as une planète avec un enjeu où sur la planète, je sais pas moi, tu aurais comme nous 7-8 milliards d'habitants, ça serait quand même beaucoup plus intéressant que Tatooine qui se limite à un pauvre bled et Nevarro, c'est un demi-village quoi. Et alors, moi, ça m'a fait marrer parce que à la fin, t'as Karga qui dit oui, je suis le conseiller, et l'autre qui reprend non, haut conseiller. Mais le mec, en fait, son peuple, c'est 30 personnes. Donc en fait, il n'est pas haut conseiller. Et à la limite, il est délégué de classe. Mais au niveau des effectifs, ça va pas plus loin, quoi. Donc, et moi, j'aurais aimé que pour la petite vanne, ils disent qu'en fait, il est commissaire. Parce qu'on aurait eu quand même le commissaire Nevarro, et ça aurait été stylé. Bref, par contre, il y a des trucs qui sont très cool. Et là, tu vas en parler dans les théories, mais la série, là, avance sur plein de choses. Comme je disais, les références à la Nouvelle République, ils commencent à développer plein de choses dessus qui sont intéressantes. L'installation des Mandaloriens sur Nevarro, ça va être intéressant. Le fait que Bo-Katan aille chercher d'autres Mandaloriens, et alors ça, c'est le truc qui est hyper stylé de cet épisode, c'est quand même la forgeronne qui dit à Bo-Katan d'enlever son casque et elle accepte qu'elle ne respecte pas le credo pour unir les Mandaloriens. Ça c'est très bien. Surtout qu'on voit que Bo-Katan, bon j'avance un peu dans ta théorie, mais à mon avis, Bo-Katan va devenir la chef des Mandaloriens et je ne serais pas étonné que Dean casse la coutume du Darksaber et lui dise le Darksaber il est à toi, je te le donne. On n'a pas à faire un duel, moi je m'en fiche. Tu le mérites. Et puis même si tu dois me vaincre pour, on n'a qu'à faire un Shifumi, on dit que tu m'as gagné au Shifumi et tu as le Darksaber. Je pense que ça finira comme ça, pas au Shifumi. Et alors la scène finale m'a beaucoup étonné parce que si on part sur un truc qui est à peu près évident, et là vous voyez, je viens de faire une théorie qui termine la saison ou même la série, euh, le truc de Teva qui découvre que dans le vaisseau de Moff Gideon, il y a des fragments de Beskar, ah ben ça moi j'avais pas vu venir. Donc voilà. Et petite remarque quand même sur ce que j'avais dit dans l'épisode précédent où beaucoup de gens dans les commentaires ont dit que j'avais rien compris sur Bo-Katan et le credo. Je tiens à dire que lorsque je dis qu'elle enlève le casque pour manger et que du coup elle ne respecte pas le credo, c'est parce que pour moi, alors soit j'ai mal lu la VOST, soit, mais en fait je pense pas l'avoir mal lu, il ne parle pas en VOST de manger. Ils lui disent tu organises cette expédition, c'est toi qui as le privilège de garder le feu. Et je disais dans la vidéo, pour moi, ok, ils vont manger, ils enlèvent le casque, mais je n'avais pas compris que dans cette scène-là, à cause de la VOST, ils allaient manger. Donc en fait, je pensais juste que Bo-Katan, elle enlevait le casque parce qu'elle ne croyait pas à 100% dans le credo. Donc petit mea culpa là-dessus. Et du coup, je me suis fait une remarque suite à ça. C'était marrant parce que c'était le générique de fin, et je me suis fait cette remarque très pertinente. Je me suis dit, mais comment font les Mandaloriens quand ils ont une gastro? Voilà, mon cher Greg fait des théories et je réagis là-dessus. Ok, alors du coup, je te fais mes théories et on interagit là-dessus comme tu viens de le dire. Alors, la première, c'est que pour moi, déjà ce moment, on n'en a pas parlé, mais le moment où la forgeronne lui dit enlève ton casque, il est tellement stylé. Il y a tellement de pression et tout sur cette scène et elle est tellement mal à l'aise. C'est vraiment, vraiment c'est un très très beau moment. Et du coup, donc Bo-Katan
qui donc va aller chercher les personnes qui l'ont abandonné. Parce qu'on le rappelle, Bo-Katan, elle est toute seule au début de la saison, elle s'ennuie dans son grand château. Donc en gros, pour moi, l'avenir de la série, ou en tout cas des prochains épisodes, c'est Bo-Katan qui va chercher des Mandalorians. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué. Ça, c'est pas une théorie, c'est exactement ce qu'ils lui ont dit. Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quel type de Mandalorian elle va aller trouver. Et alors là, on peut s'amuser à théoriser. Moff Gideon, alors, c'est des théories, j'ai pas d'informations sur la série plus que vous et moi, donc c'est vraiment juste, on laisse son imagination libre. Moff Gideon, c'est quelqu'un qui est, qui mine de rien, est très présent à chaque fois qu'il y a des Mandalorians. Il est pas très loin. C'est lui qui veut récupérer le Darksaber, donc il a l'air d'être au courant des mythes et du folklore des Mandalorians. Il est libéré par un Mandalorian, puisqu'il y a du Beskar. Je rappelle que quand il a payé via l'intermédiaire des intermédiaires qu'il a payé pour la récupération de Grogu, c'était en Beskar. Donc il a l'air d'avoir du Beskar. Il a l'air d'avoir le Darksaber. On pourrait tout à fait imaginer qu'en fait, là où j'aurais pensé que le Beskar, c'était pour ces robots qu'il avait fait qu'on avait vu de la saison 2, qu'il aurait pu le libérer, qui aurait été une espèce de fausse piste. Moi, je me demande si au final, on va pas avoir que Moff Gideon, son grand plan, c'est de devenir le calife des Mandalorians. Et que c'est pour ça qu'il avait cherché à avoir le Darksaber et qu'il est un Mandalorian qui ne porte pas son masque. Moi, je suis très curieux de voir comment l'histoire de Moff Gideon par rapport au Mandalorian va évoluer. Je serais déçu si c'était juste un de ces robots qui se trouve est fait en Beskar et qui a attaqué le shuttle. Toi, t'en penses quoi de ça, mon cher K? Non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a un truc avec Moff Gideon qui est évident. C'est-à-dire qu'il avait déjà le Darksaber. Là, et en effet, comme tu dis, il est en lien avec les Mandaloriens de manière plus ou moins éloignée. Euh, Moi, c'est vraiment le truc qui m'intrigue. Et je ne sais pas si tu as des théories dessus sur la Nouvelle République et l'agent infiltré, etc. Enfin, ça m'intéresse énormément. Et, Alors, je vais aller et dessus dans moi, 2 secondes. l'influence. Parce que le truc, c'est que pour moi, c'est l'élément qui fait le lien avec la apostologie. Et on va y venir avec la postologie, c'est évident. Et c'est quelque chose. Alors, avec Greg, on a eu cette discussion off où moi, j'étais pas dépité, mais malheureusement, je me disais bon bah, en prenant ce chemin-là, ils adoubent, enfin, ils ne décanonisent pas ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire la postologie. Alors vous allez me dire, mais ils vont jamais décanoniser. Oui, ok, mais ça aurait été quand même extrêmement bien qu'ils le fassent, reconnaître la mauvaise qualité de la postologie et puis qu'on oublie que Solo, Skywalker, etc., ils sont passés dans ces circonstances-là. D'autant plus que Grogu n'est pas sur l'échiquier alors qu'il pourrait avoir un rôle colossal. Mais la galaxie est immense, donc il pourrait être ailleurs. Et notamment du côté de Throne, de Ashoka Tano, etc. D'Ezra et compagnie. Donc il y a plein de choses qui sont envisageables. Mais là, vraiment, je trouve que la construction de ce qu'ils sont en train de faire autour de Gideon et de son agent infiltré m'intrigue beaucoup. Et sur son évasion aussi. Parce que ton évasion, ta théorie, c'est qu'en fait, lui a du Beskar et que c'est pas du tout les Mandaloriens qui sont Non, impliqués. non, non, justement, je dis que ça, ce serait la conclusion la plus logique. C'est qu'il ait mis certains de ses robots pour le libérer et que du coup, il y en a certains qui a été amélioré au Beskar. Et ça, ce serait peut-être la version la plus logique, mais que je pense que non. Au contraire, ça va être une surprise que quand Bo-Katan va chercher des Mandalorians, elle va se retrouver autour de Mandalorians qui ont prêté allégeance à Moff Gideon. Autre point. Moi, je me demande si c'est pas le Colosse. Parce que le Colosse, c'est l'élément qui me fait penser ça, c'est le résumé. Le résumé de... Mais me dis pas non avant que je t'explique pourquoi. Le résumé n'est jamais un hasard. S'il parle du Dark Cyber dans le résumé, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour ça que émerge ma théorie de le Dark Cyber, c'est Bo-Katan qui va le récupérer. Or, dans le résumé, il y a aussi j'ai pas son nom d'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir, le colosse mandalorien qui dit à Mando qu'il aurait tué Moff Gideon.
Donc c'est pas, à mon sens, avec ce résumé-là, impossible que lui et avec d'autres Mandalorians essayer de buter Gideon. Maintenant, j'y crois pas du tout parce que Moff Gideon est libéré et j'ai plutôt tendance à croire à ta théorie à toi. Mais sait-on jamais. Un autre point, la lune qui est donc où vivait Bo-Katan, on a vu qu'elle était attaquée par une flotte d'anciens membres de l'Empire. C'est pareil, ça c'est clairement, je pense, C'est Gideon. Mos Gideon. Et qu'est-ce qu'il va foutre à côté de Mandalore. Donc ça, encore une fois, moi je pense qu'il est en train de faire des mouvements pour récupérer Mandalore, peut-être que son but c'est juste de récupérer le Beskar pour de récupérer les mines pour qu'elle pompe du Beskar pour ses robots. Mais j'ai un peu l'impression qu'on peut avoir un twist sur le fait qu'il est lui-même Mandalorian. Tu sais on peut aussi se faire berner, mon chat grec. C'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration qui a été faite dans la promo de la saison 3 qui disait qu'à partir de la saison 4, il allait y avoir une interconnexion très très forte avec les autres séries Star Wars qui sont dans le même laps de temps. En l'occurrence, Ashoka Tano, principalement. Donc on sait que ça va être avec Thrawn et probablement avec Ezra. Et on peut quand même, là maintenant, imaginer que s'il y a vraiment une connexion entre Mando et Ashoka, imaginez qu'en fait, Gideon est derrière, est plutôt un sbire de Throne et qu'en fait tout ce que nous voyons comme étant l'apostologie et l'avancée vers l'apostologie ne l'est pas du tout, mais vers une autre menace qui serait Throne et qui serait le cœur du développement des séries Star Wars autour de Mando, Ashoka et d'autres personnages. Alors c'est effectivement intéressant Sabine, parce que Bo-Katan et tout. Ça peut totalement être ça peut totalement être aussi des anciens très haut gradés, Throne, Mos Gideon, qui font une lutte de pouvoir. Ça, oui. C'est aussi une possibilité. Une lutte de pouvoir, je ne sais pas, mais est-ce que le cheminement, c'est la finalité, c'est créer le nouvel empire qu'on voit dans l'apostologie ou autre chose avec Thrawn qui à la fin va être vaincu par Mando, Bo-Katan, Ashoka et tout, qui ne sont pas, je le répète, dans l'apostologie, alors que ce sont des personnages que Disney et Star Wars développent énormément maintenant. Je sais pas, moi j'ai plutôt tendance à croire que ça va partir dans ce sens-là. Ça expliquerait notamment l'absence de l'apostologie. Parlons de l'apostologie, parlons de Coruscant. Il y a des éléments qui sont intéressants. Déjà, en fait, mine de rien, on sait, ça a été indiqué à plusieurs reprises, que le scientifique qui a fait des expériences sur Grogu est un spécialiste du clonage. Depuis le début, moi je pensais que c'était Grogu qui était le clone. Et que ça allait être le truc, c'est que c'était pas bébé Yoda, c'est que c'est clone de Yoda. Et en fait, là ce qu'on voit, c'est que si on a... Enfin, c'est pareil, on est dans la théorie, mais si d'un côté on voit que le scientifique qui bosse sur le clonage, et on nous explique que c'est pour prendre des éléments, des traits de plusieurs individus pour les mélanger, pour les renforcer. Est-ce que ce qu'on n'est pas en train de nous dire, c'est qu'ils ont pris des traits de l'espèce de bébé de Grogu pour renforcer les clones de Palpatine? Ça, et ça permet de faire un lien vraiment direct sur postologie et sur Palpatine. J'y crois pas du tout pour une raison. Attends 2 secondes. Palpatine Est-ce que n'a pas d'oreille verte. n'est pas en fait un des clones de Palpatine ou une des expériences d'augmentation d'individus, et ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'en fait on s'en fout, c'était juste un espèce de clone loupé de Palpatine. Vas-y. Peut-être. Alors moi j'ai une autre théorie, c'est que j'ai l'impression que l'épisode sur le scientifique, alors outre le fait de permettre à l'agent infiltré de grandir dans la Nouvelle République, c'est un épisode qui nous envoie un autre message, c'est on vous a bien eu avec le clonage, c'est pas l'apostologie. C'est-à-dire que là, le scientifique, il est out. C'était vraiment lui qui travaillait sur le clonage. Là, potentiellement, tout cet arc-là sur le clonage, c'est terminé. Et le clonage est travaillé par d'autres personnes pour Palpatine. De toute façon, si on suit le lore de Star Wars, si je dis pas de bêtises, Palpatine avait déjà des clones avant de mourir. Ils étaient en préparation. Oui, tout à fait. Donc, alors, c'est des théories, donc c'est totalement possible. Je pense pas qu'on ait suffisamment en lien. Je pense pas qu'on ait suffisamment de choses pour confirmer ni de ton côté ni du mien. Mais le truc,
Ah bah, c'est des Et que théories, je trouve quoi. quand même assez étrange que l'épisode où il le tue, c'est l'épisode où on apprend que ce sur quoi il travaillait, c'était pour amplifier, ou en tout cas faire des êtres génétiquement modifiés, et en même temps pour apprendre que la Nouvelle République est noyautée, en fait, qu'elle a déjà des agents infiltrés qui sont des anciens de l'Empire. C'est un peu étrange si c'était une fausse piste, de la couper tout en créant une nouvelle piste dans le même épisode. Mais c'est Mais peut-être. ça permet dans cet épisode de montrer que la Nouvelle République n'est pas du tout intéressée par le clonage et donc que la menace des clones ne viendra pas de la Nouvelle République. Ça permet aussi de montrer que le boost, comme tu dis, avec le clonage des potentiellement ce qu'a eu Palpatine existe et est évoqué par des scientifiques, mais que ça va pas être travaillé par ce scientifique-là, puisque à la surprise générale, je trouve, il y passe à la fin de l'épisode. Donc c'est très intéressant au niveau des théories. Et du coup, pour finir, pour moi, l'agent infiltré, qui a eu presque un épisode pour s'installer, qui là est un personnage qu'on revoit, donc on se dit qu'elle n'est pas inutile, qu'elle va servir à l'intrigue. Pour moi, elle me fait beaucoup penser au Premier Ordre, parce que là, on a l'impression qu'ils sont organisés, qu'ils sont en train de récupérer ce qu'ils veulent des carrières des démantèlements des anciens vaisseaux de l'Empire. Les vaisseaux du Premier Ordre ressemblent quand même énormément aux vaisseaux de l'Empire. Donc j'ai l'impression elle est en train d'annoncer un lien entre les deux. Mais encore une fois, c'est des théories. Elles pourraient totalement être issues d'une faction de Mos Gideon, d'une faction de Throne. Tout ça, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ces épisodes. Alors après, on parle pas Ouais, j'ai une du remarque là-dessus, mythosaure mon cher dans Greg. la pièce, mais le fait qu'il soit là, Si, c'est pas pour rien. Il va y avoir un Mandalorian Bo-Katan ou Din Djarin qui va réussir à le maîtriser, c'est sûr. Din Djarin, on l'a vu depuis le début, depuis vraiment le tout début, affronter des animaux, des bêtes, des créatures. Tous les X épisodes, on l'a. Ça peut ne pas être pour rien. Et moi, je vois bien un mariage de raison entre lui et Bo-Katan, qui, par moment, même parle à Grogu un peu comme pas comme une mère, mais qui comme lui ça, dit Daron, ouais. non, mais Ouais, bien sûr. il t'aime et il est dur avec toi comme mon père était dur avec moi, quoi. Oui, oui, non, mais je pense qu'il va y avoir un lien très fort entre les deux, et c'est pour ça que je te dis que la finalité du truc, c'est qu'il va lui donner, ou qu'ils vont partager le Darksaber, ce qui n'est pas impossible non plus, puisque elle l'a utilisé déjà d'ailleurs. Mais sur ce que tu as dit sur la scientifique, tu dis, elle te fait penser au Nouvel C'est pas Ordre. une scientifique, Est-ce hein. que c'est pas... Sur la Non, pas la militaire infiltrée. scientifique, l'infiltré. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que c'est pas plutôt le Nouvel Ordre qui te fait penser à l'Empire, dont elle fait partie? Parce que finalement, le Nouvel Ordre, et c'est un Potentiellement, des ouais. gros problèmes de la postologie, c'est que c'est juste un repompé complet de l'Empire, et c'est tout. Donc, et on le voit bien, parce que c'est Palpatine qui est aux commandes. Donc, de toute façon, là, on peut pas faire pire. Mais moi, vraiment, la théorie dans laquelle je crois, c'est qu'ils vont s'éloigner de la postologie pour développer, continuer de développer une espèce de résistance de l'Empire qui ne veut pas mourir, ce qui a été expliqué par Gideon dans les deux premières saisons, en tout cas dans la saison 2. Et peut-être, comme il y a une grande menace avec Thrawn, essayer de reconstruire l'Empire autour de ce personnage. C'est quand même longtemps avant le Nouvel Ordre. Euh, et, euh, et puis c'est surtout, et c'est là où j'insiste, c'est aussi et surtout pas avec les mêmes protagonistes. C'est difficile de faire le lien entre la postologie et ce que développe Mandalorian sans qu'aucun personnage de Mandalorian et de la série Ashoka Tano soit présent. C'est indéniable. Après, c'est ce que je te disais en off et que je trouverais ça assez dingue, c'est qu'à la fin de Mandalorian, par exemple, Mando, Bo-Katan et Grogu ont un nouveau vaisseau et qu'on découvre que ce vaisseau est dans l'immense flotte de la postologie de l'épisode 9. Alors ça serait quand même hyper stylé, hein. Ça serait un clin d'œil, bien évidemment, mais ça serait stylé parce que ça nous dirait que bah, ils ont participé quand même à la grande fête autour de Rey et de Kylo Ren qui se font des bisous.
Voilà. Est-ce que je peux rajouter un truc sur l'épisode qui est important, mon cher Greg? Tu as parlé de Rebels et je voulais rentrer dans le détail, puisqu'il y a un personnage de Star Wars Rebels qui est important dans Rebels, qui apparaît dans cet épisode, l'air de rien, c'est Zeb. C'est en fait celui qui est avec donc le pilote de la nouvelle République, Qui est un personnage qui est qui est donc extrêmement réussi, hein, ce pilote. Carson Qui est Teva, un et petit c'est peu ce que je partout. voulais dire. C'est une facilité de scénario incroyable qui soit. C'est soit lui qui voit le vaisseau de Moff Gideon, mais bon, passons. Il est très réussi et accessoirement Zeb. Tu parles duquel? De Carson Teva? Ouais. Et Zeb il est est, très, un très personnage. bien. Alors moi, j'ai pas fini Rebelle, mais je trouve que le personnage qu'ils ont fait est à la fois réussi d'un point de vue trucage. Je le trouve très réussi je le trouve très réussi dans les premières saisons que j'ai pu voir de lui et lui là. J'ai l'impression de voir une vraie évolution du personnage. Et c'est assez intéressant. Alors, tu m'as enlevé les mots de la bouche sur la réussite du personnage parce que j'ai trouvé que ce personnage était très très réussi par rapport à beaucoup d'autres. Et dans cette scène-là d'ailleurs du bar, il y a la barmaid, pareil, est hyper réussie. Mais alors ce personnage-là, je me dis, en le voyant, et on le voit que quelques secondes, donc caméo de grand luxe, mais par contre, il est tellement réussi que tu as juste envie de le revoir ailleurs. Et on le reverra, c'est une évidence, on le sait, il est là. Donc voilà. Moi, je voulais terminer là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Non, Greg? mais le fait qu'il soit là, ça veut dire qu'on reverra plus de personnages de Rebels, je pense. Oui, bah, de toute façon, c'est obligé avec ce qui arrive du côté En tout d'Ashoka cas, Tano, c'est une forcément. série qui me faisait très plaisir à regarder. Et là, c'est une série qui me fait plaisir à regarder et qui, en plus, me donne envie de théoriser sur Star Wars. Et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et ça, c'est un plaisir, quoi. Tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 de The Mandalorian. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a une critique de Shazam 2, il y a des news, il y a plein de choses. On a enregistré plein de trucs, il y a notamment une critique qui va arriver de The Night Agent, la série Netflix. Bref, Creed 3, etc. etc. Régalez-vous, puis si vous voulez aussi un récap de The Last of Us, on a fait la critique finale de la saison 1, puisque la saison 1 est finie. Bref, Cult and Click, c'est plein de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche vers le haut. Et on remercie les tipeurs, sans qui on n'aurait pas pu faire le record de ce soir. Donc voilà, merci, cœur sur vous les tipeurs. Et si vous voulez faire partie de l'aventure Tipeee, il y a le lien dans la description de la vidéo. Parce que comme le disait Greg dans une autre vidéo, eh ben, les revenus de YouTube ne permettent pas eux seuls à faire vivre la chaîne. Donc Tipeee et l'aide de notre communauté, ça joue beaucoup aussi. Donc cœur sur vous et cœur sur tout le monde en fait. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me lancer des commentaires sur ces théories et puis sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Ciao!